mission, se battre contre l'enfant What? Qu'est-ce qu'il dit? Se battre contre l'enfant Termination? C'est toi l'enfant Termination? Mais pas du tout! Bref, salut, je m'appelle Phil, aujourd'hui on va parler de Mask et j'ai bien évidemment invité Wolf de la chaîne Wolf in Motion. Ah mais je suis pas supposé faire que de la voix off. Bah je vais m'habiller alors. Bonjour tout le monde et merci d'avoir pensé à moi Phil, c'est vrai que les dessins animés c'est un peu ma spécialité. C'est-à-dire? Je fais des vidéos sur des vieux cartoons. C'est pour ça que tu m'as invité. Pourquoi tu m'as invité en fait? Parce que Wolf en français ça veut dire loup, et un loup bah, c'est un masque pour les yeux. Ok, super. Ouais je sais c'est une raison de t'inviter un peu loufoque. Oh non. Niveau humour avec Wolf il faut marcher à... Ne dis pas à pas de loup. Il faut marcher doucement. Bon allez, puisque tu es là, parle-nous du dessin animé Mask et après on rebondit sur le comics. Mask est un cartoon apparu en 1985. Derrière cette série créée par Bernard Derriès, Bruno Bianchi et Jean Chalopin, on peut retrouver la compagnie franco-américaine Dick Enterprise. Leur nom vous dit peut-être rien, mais c'est à eux qu'on doit des séries comme Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or, L'Inspecteur Gadget, Les Bisounours, Super Mario, Captain N, Action Man, ou encore la version dessin animé de Sabrina l'apprentie sorcière pour ceux qui n'ont pas connu les années 80. En somme, des spécialistes de la création de cartoon marketing. Ici, on parle donc des figurines de la marque Kenner, les figurines Mask, créées la même année. À la fin des années 80, il était très courant de voir une série télé apparaître pour épauler les ventes de jouets. Ce fut le cas des G.I. Joe, des Transformers, de Mon Petit Poney ou encore des Tortues Ninja. Parce qu'un enfant, c'est bon qu'à vider le portefeuille de ses parents. L'animation de la série fut réalisée en Asie et fait partie de ces premiers cartoons occidentaux à bénéficier de ce traitement. On retrouve donc des studios comme Kaka Dick Asia, Studio Juno, Studio World ou Hachi Productions qui ont travaillé dessus. On a eu droit à un total de 75 épisodes, répartis sur 2 saisons, suivant les 2 premières séries de jouets. En France, la série est apparue en 1986 sur TF1 dans l'émission La vie des bots, puis plus tard dans le Club Dorothée. Mais de quoi ça parle au final? La série raconte les aventures d'une force d'intervention spéciale, Mask, Mobile Armored Strike Command, ou Commando blindé de choc, menée par leur chef Matt Tracker, qui lutte contre l'organisation criminelle Venom, Vicious Evil Network of Mayhem, ou réseau de destruction mauvais et diabolique. Ça aux 4 coins du globe en utilisant des véhicules pouvant se transformer ainsi que des casques nommés masques aux pouvoirs spéciaux. Bon, si vous avez une impression de déjà-vu, c'est normal puisque l'idée était de créer un produit à mi-chemin entre les G.I. Joe et les Transformers de Hasbro. Et d'ailleurs, la série a tellement bien réussi à copier les points forts des autres séries sans en prendre les défauts qu'elle est bien mieux restée dans les mémoires que ses modèles. Comme la plupart des séries de l'époque, on a affaire à un procédural, c'est-à-dire que la structure est toujours la même. Au début de chaque opération, le chef du masque, Matt Tracker, interroge un ordinateur pour sélectionner les agents les plus aptes à remplir la mission. L'ordinateur fait de la pub pour les nouvelles figurines, fournit les noms et annonce les particularités des agents. Comme à chaque fois, Scott Tracker, le fils adoptif du chef et élément d'identification pour le jeune spectateur, va désobéir à son père pour accompagner l'équipe de Mask et va se retrouver en danger avec son robot T-Bob. Aux agents de Mask de devoir arrêter le Venom, sauver Scott et faire le café. Et si cette série vous manque, sachez que 2 coffrets de 6 DVD existent, regroupant les 75 épisodes de la série. Et aujourd'hui on va parler de la mini-série éditée par DC Comics en 1985, mais seulement des 2 premiers épisodes parce que rien que là il y a gros à dire. D'habitude t'as les comics dont tu parles dans les mains. Ah non, cette fois-ci c'est quelqu'un qui m'a envoyé les scans pour faire la chronique. Tu sais que c'est illégal? Wolf. Évidemment. Non, mais c'est une commission qu'on m'a demandé. Ah, c'est une demande officielle. Ok. Merci Wolf, dont je recommande évidemment la chaîne. Et on commence tout de suite l'analyse pertinente de ce comics. Et rien qu'avec la couverture, on voit tout de suite qu'on a affaire à du lourd. Les mecs de derrière qui tirent sur celui de devant, ça n'a pas de prix. Non mais sérieux, ils le touchent là. Arrêtez les mecs! Bon alors Mask est une organisation qui lutte contre le terrorisme et l'espionnage. Mais ils aident aussi de temps en temps la PNA à récupérer un satellite qui est tombé dans l'océan par exemple. Alors c'est quoi la PNA? Ça veut dire Alliance des Nations Pacifiques. Mais c'est là qu'on voit que c'est qu'une fiction parce que l'Amérique fait partie de cette alliance. Pacifique que ça en fait. Les membres de Mask n'ont pas vu que Venom, leur adversaire, était là eux aussi. Et les méchants les suivent jusqu'à leur repère secret. Donc les Gus n'arrivent pas à garder leur base secrète plus d'1 épisode. En même temps, une voiture volante pour la discrétion, on a vu mieux. Hein. Et puis pour la sécurité aussi, hein, parce qu'avec les portes ouvertes comme ça, j'imagine même pas quand tu prends un virage trop serré. Les héros arrivent à repousser Venom grâce au pouvoir de leur masque. Et un canon géant caché dans un volcan. Pourquoi pas? Fleischer et Chance, les auteurs, quand ils ont fait ce comics, ils ont pété leur slip, c'est obligé.
Seulement, problème, maintenant que leur base est découverte, ils sont plus en sécurité, il va falloir trouver autre chose, partir, essayer... Je doute qu'ils aient l'audace de revenir. What? Mais si, ils vont revenir, ils vont être plus nombreux, ils vont avoir des armes, ils vont vous latter la gueule! En fait, ça pourrait faire un épisode sympathique. On retrouve ensuite Scott, le fils adoptif de Tracker, le chef de Mask, comme a dit Wolf, et Tracker, donc le père de Scott. Vous suivez? À une fête foraine. Là, un type leur donne un ballon. Nom de Dieu, tu es le chef d'une organisation qui lutte contre l'espionnage et t'es pas capable de voir que ce type est une menace? À moins qu'ils soient tous comme ça dans le Luna Park. Donc le gars, il se fait suivre jusqu'à sa base secrète et jusque chez lui. Bravo, bravo. Comment ils t'ont repéré au fait? Si on oublie ta voiture volante, t'es plutôt discret. Est-ce que ça aurait un rapport avec ce robot intelligent qui parle et qui marche à côté de vous? La discrétion à son top. Mais Tracker doit partir, on vient de le prévenir. Tout l'or de Fort Knox a disparu. Pouf. Comme ça. Apparemment, les mecs avaient déjà fait le coup en 2001 vers un bâtiment qui s'écroulait près du World Trade Center. Je dis ça, je dis rien, petite piqûre de rappel. Ouais, c'est la fête de l'Amérique dans ma chronique aujourd'hui. Et pour revenir aux choses sérieuses, c'est à ce moment-là qu'on répond à la question « Pourquoi on regardait Masque quand on était gamin ?» Enfin, t'étais pas né, hein, mais pourquoi tu aurais regardé Masque si tu avais été gamin? Je sais pas si c'est français, mais de toute façon, la langue française en ce moment, on s'en fout, donc... C'est le moment où l'ordinateur de la base choisit qui ira en mission. C'était tout l'intérêt du dessin animé. Qui va être choisi? L'hélicoptère? Ou tous les autres dont on a franchement rien à faire? Donc l'ordinateur choisit un maître de l'infiltration. Pourquoi pas? Pour expliquer comment les méchants sont rentrés dans Fort Knox, ouais, oui. Un génie de la mécanique. Peut-être pour comprendre quel engin ils ont pu utiliser, oui. Un cascadeur professionnel. Non, là, je vois pas. C'est quoi cet ordinateur foireux? Personnel sélectionné. Brad Turner, pilote de moto. Pendant que Mask retrouve Venom qui avait creusé un tunnel jusqu'à la réserve d'or, il se passe des choses bizarres chez Tracker. Alors non, ça n'a rien à voir avec le fait que le gamin joue à un jeu satanique. Mais le ballon de la fête foraine éclate, laissant libérer un gaz qui endort Scott. Mayhem, le chef des méchants, arrive et kidnappe l'enfant. Alors on passera sur le plan foireux qui consiste à donner un ballon en espérant qu'il éclate dans un lieu clos pour pas que le gaz s'échappe au gré du vent. C'était vraiment nécessaire ce truc? Non, parce que je m'y connais en gaz, j'habite Vichy, du gaz on en met même dans notre eau, l'eau gazeuse, c'est pour vous dire. Bon, à une époque on en mettait vraiment partout, on avait poussé le concept un peu loin. Y en a, ils sont pas rentrés dans le délire, ils ont râlé, bon. Non, le truc c'est qu'il faudra m'expliquer pourquoi endormir le gamin. Le robot apparemment n'est pas une menace puisqu'il est incapable d'aider Scott lorsque les méchants arrivent. Alors franchement, en se pointant à 3, est-ce que ça valait le coup de faire tout ce plan à la mort moelle-neu? Lorsque Tracker rentre chez lui... Non! 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 Le canapé en vrac, des graffitis sur le mur. Mec, arrête de gueuler, j'ai 2 sales gosses, c'est mon quotidien. Direction l'Égypte. Et oui, sur le mur, il y a un dessin qui ressemble à un hiéroglyphe, donc il doit être là-bas le gamin. Et on commence le 2e épisode avec une couverture encore magnifique. Attaque! Mais la pyramide est derrière vous! Heureusement qu'on n'a pas eu de 22 pendant la 2e guerre mondiale. Attaque! Arrivé là-bas, Mask se fait attaquer par Anubis, un dieu égyptien qui a tendu des pièges dans la pyramide. Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre Anubis et le kidnapping de Scott par Mayhem? Pourquoi un dieu égyptien est allé faire un graffiti sur le mur de Tracker le jour où son fils se fait enlever? La seule explication serait que Anubis et Mayhem soient la même personne, mais ça n'aurait aucun sens. Évidemment, Anubis et Mayhem. C'est n'importe quoi! Le jour où il a expliqué ça à ses acolytes, j'aurais bien voulu être là. Bon alors, on va aller chez Tracker. Et on va kidnapper son gamin. On va l'emmener jusqu'en Égypte. Là, je me ferai passer pour un dieu égyptien. Vous serez déguisé en momie. Ouais, cool. On mettra des pièges dans une énorme pyramide. Yeah. J'ai précisé que le gamin aura un tutu rose et des patins à glace. Bien évidemment, Mask triomphe des méchants et récupère Scott. Et comme à la fin de chaque épisode, ça rigole bêtement. Mon chien est mort aujourd'hui. Vous savez, il y a les mauvais comics. Et les mauvais comics que si ça sort demain, je l'achète absolument tellement c'est what the fuck! Une fois de plus, je vous ai fait la version courte, hein. Mais sérieusement, une réédition de ça, je dis oui. D'ailleurs, certaines personnes essayent de remettre Mask sur le devant de la scène, mais on verra ça un petit peu plus tard. D'abord, j'aimerais dire un énorme merci à Wolf pour sa participation. Sa super participation. Pour une fois qu'il y a un truc intelligent et bien foutu dans un rétro comics, merci.
Le plaisir était pour moi, et puis on se verra à la Paris Comics Expo en avril. Tu me donneras les trucs à ce moment-là. Ok. Quoi? Quel truc? Tu m'as bien dit que c'était une commission. Ouais. Et tu as négocié quoi? J'ai rien négocié. C'est pour qui cette commission? Je sais pas, c'est un gars qui m'a contacté sur Facebook. Quoi? Un type te balance 2 messages et tu fais une vidéo? Ouais. En fait, c'est Dave Givan, un fan de Masque, et il est en train de monter un projet de court-métrage, un hommage. Il a un site avec un trailer de ce qu'il compte faire, tout ça est bien évidemment dans la description. Allez voir, sérieux. Il est souvent interviewé ou mis en avant pour son énorme collection, et j'aime bien le principe du mec, en pur amateur, fan de Masque, qui passe beaucoup de son temps et de son argent pour essayer de remettre la série en avant. Ah, tu me connais, Wolf, j'aime bien les gens passionnés qui se défoncent pour ce qu'ils aiment. Avec un peu de volonté, tout est possible. D'ailleurs, je suis en train de faire un dessin animé, et franchement, je pense... Attends, mais non, mais tu peux pas faire un dessin animé avec Paint. Et toi, tu fais une commission comme ça sans rien demander. T'es naïf, Phil. Bah, où t'as vu qu'on pouvait demander quelque chose? Je sais pas, comme pour les chroniques sur YouTube. Des comics gratuits. Des comics gratuits. Sacré Wolf. C'est moi qui suis naïf. Non mais attends, il est sérieux là? Hein? Oui, tu peux recevoir des comics gratuits quand tu fais des vidéos. C'est ce que je fais sur certaines chroniques. Social traître? Pardon? Tu fais ça toi? Quoi? Non, mais c'est quoi cette histoire, Wolf? Sur YouTube, quand tu commences à avoir une certaine notoriété, un certain nombre d'abonnés, tu peux contacter le service pub commercial d'un éditeur et demander un comics en échange d'un mot dans ta vidéo. Ah, d'accord. Mais ça te pose pas un problème? Social traître? Ouh, ça va être chiant. Non, le problème c'est que les gens te font confiance quand ils regardent tes vidéos, et maintenant quand tu conseillerais un comics, je sais pas si c'est parce que t'as aimé le bouquin ou si c'est pour recevoir plus de trucs gratuits. Alors premièrement, je vois pas du tout où est le problème. Ton vendeur de comics, il est là pour faire du profit, en tout cas beaucoup plus que moi. Pourtant, tu l'écoutes quand il te conseille quelque chose. Jamais il va te dire « ne prends pas ce comics, c'est pourri ». Non, exact. Quand il est pas convaincu, il me dit « il faut que t'essaies ». Oui, c'est une technique commerciale pour te dire qu'il a pas aimé, mais que en l'achetant, peut-être que tu apprécieras le livre. Et la technique est la même sur YouTube, en tout cas en ce qui me concerne. Quand on te dit « c'est génial », c'est que c'est génial. Et si on te dit juste que ça existe, c'est parce qu'on n'a pas forcément aimé, mais qu'il faut en parler et que peut-être ça va te plaire. Enfin, je trouve le procédé un peu fourbe, hein. Mais bon, moi ça me concerne pas, je fais mes vidéos dans mon coin, peinard. Et pourtant, toi aussi, tu profites du système. Quoi? Mais alors pas du tout, ça va pas la tête. Et tu seras où le 15, 16, 17 avril? Ah, je serai à la Paris Comics Expo et je conseille à tout le monde de venir parce que c'est vraiment, vraiment cool. Ok. Et tu l'as payé combien ton billet d'entrée? Bah je paye pas, je suis invité. Oh, ça n'a rien à voir, on aura un stand, on va faire une conférence, quelque part on la paye notre place. Et pourquoi toi, je te croirais quand tu dis que c'est une convention vraiment, vraiment cool? Parce que je te le dis. Ah, ok. Phil, rien n'est gratuit. Sur YouTube, je fais des vidéos qui me prennent des dizaines d'heures de boulot, contre quelques comics. Si on suit ton principe, moi aussi je les mérite ces bouquins. Mais le plus important, c'est qu'en faisant des vidéos, tu crées un lien de confiance avec tes abonnés. Pour mes chroniques sur les comics Star Wars, j'ai précisé en début de vidéo que c'était Hachette qui me fournissait les livres. Je pense que les gens, ou du moins ceux qui me suivent, sont assez intelligents pour savoir que je suis honnête, et savoir que quand je dis qu'un titre est excellent, il est excellent, et je ne vais pas et ne veux pas trahir leur confiance pour 10 comics dans l'année. Ouais. Et puis Phil, j'achète des comics depuis plus de 15 ans, donc si demain un éditeur est pas content d'une vidéo et qu'il décide de plus m'envoyer de comics, eh ben il ira se faire voir et j'irai acheter mes comics tout simplement. Ok, mais bon, le projet de masque du gars, je peux rien lui demander. Bah on peut apparaître dans son film comme figurant. Ah, ça m'étonnerait, il habite en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie? Vers Bordeaux? Non, en Nouvelle-Calédonie, vers l'Australie. Phil, on vient de perdre du temps à faire tout ça. Oh, écoute le bourgeois qui se plaint. Oh allez, s'il te plaît. N'empêche, maintenant que tu parles de ça, je me demande si je devrais pas contacter Lug. Lug? Mais ils existent plus. Non, pas Lug, je voulais dire Panini. Vu comment tu les tacles pour l'Omnibus Onslaught... Non, pas Panini, Glénat. Eh ben, étant donné qu'après ta critique sur The Infinite Loop que tu as bien aimé, certains t'ont dit que tu les avais convaincus de pas l'acheter, je crois pas qu'ils aient envie de faire appel à toi. Urban? Urban? Phil, ils ont mis une prime sur ta tête depuis que t'as parlé de Earth 2. Bah, je m'en fous, de toute façon, je comptais pas le faire. Si, je suis un homme libre, moi. Ouais, social traître. Oh, mais ferme-la, sérieux. Je suis pas un chien aux ordres des éditeurs. Ouais, Wolf in Motion, plutôt Chihuahua in Motion. Ouais, Chihuahua, 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 Chihuahua. Bon, non, ok, là je peux pas laisser passer ça. Chihuahua. 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 Chihuahua.
Chihuahua.